Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce webinaire simulation, ou en tout cas comment mieux concevoir, aller plus vite grâce à la simulation numérique. Euh, le but, en effet, comme l'a dit Gilles, aujourd'hui, c'est de vous montrer en effet que sans être expert de la simulation, c'est tout simplement comment je peux intégrer la simulation dans mon processus de conception, et on y reviendra. Un peu plus en détail, le programme qu'on a prévu tout simplement aujourd'hui, si ça veut bien passer, merci, super. Bah, tout simplement, on va commencer par une introduction et c'est là où on se représentera avec Mathieu qui m'accompagne sur cette présentation. On reviendra évidemment sur les enjeux et qu'est-ce que la simulation numérique. Mathieu nous fera une petite présentation tout simplement à quoi ressemble en fait la simulation pour les non-experts. Et par la suite, il y aura en effet une sorte de présentation interactive liée à vos enjeux au quotidien. Évidemment, à la fin, on a prévu du temps pour une session de questions-réponses. Comme je le disais aujourd'hui, je vais être accompagné. Donc moi, en tout cas, c'est Thomas Lestume. Je suis responsable des produits de simulation chez Viative. Ça fait 11 ans maintenant que je travaille chez Viative et 11 ans sur les produits de simulation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Mathieu. Mathieu, je te laisse te présenter. Oui, donc Mathieu Jeune, moi je suis business consultant chez Visative depuis à peu près 9 ans et je travaille principalement sur les outils de simulation de notre partenaire Dassault Systèmes et j'accompagne nos clients sur leurs problématiques de simulation pour voir comment on peut vous accompagner sur vos différents sujets. Alors, on a voulu avec Mathieu, en effet, pour déjà commencer, c'est exprimer, voilà, qu'est-ce que la simulation numérique aujourd'hui. Bon, bah, tout simplement, sans rentrer dans tout le détail, puisqu'il y aura il y aura plein d'autres présentations par la suite. Mais la simulation numérique aujourd'hui, c'est de pouvoir, en effet, de manière informatisée, de manière numérique, c'est représenter les phénomènes physiques complexes ou non, d'accord, dans vos conceptions. Clairement, aujourd'hui, la méthode qui est utilisée derrière la simulation numérique, c'est la méthode des éléments finis. Mais je trouve que la phrase suivante est intéressante, c'est le moyen de simuler de manière virtuelle le comportement de votre produit dans son environnement final. Alors, chez nos clients aujourd'hui, il y a différentes approches et différents niveaux d'utilisation de la simulation numérique. Il y a en effet l'approche validation des conceptions, effectivement, mais il y a aussi une approche qu'on va discuter aujourd'hui, c'est l'approche, voilà, intégrer la simulation dans notre processus de conception pour à la fois anticiper des problématiques de conception, être plus confiant, et on y reviendra sur ce mot de confiance, avoir confiance quand on avance dans ces conceptions, et réduire évidemment, ça c'est un sujet qu'on entend très souvent, et on aura un slide sur cette partie-là, c'est réduire les prototypes, les prototypes physiques, d'accord, et évidemment favoriser l'innovation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que chez Visiative, nous, on est persuadé d'une chose, c'est que la simulation numérique est essentielle à l'innovation. Je fais un pas de côté très rapide pour simplement vous dire qu'aujourd'hui, Visiative, c'est évidemment, on travaille ensemble pour l'intégration des solutions Dassault Systèmes, mais en interne à Visiative, il faut savoir que pour la simulation numérique, c'est une équipe dédiée, qu'elle soit une équipe commerciale, qu'elle soit une équipe de business consultants, une équipe de formateurs et un support technique. Donc, en tout cas, on est là pour vous accompagner et en effet, la simulation numérique est au cœur des activités de Visiative, clairement. Mais aujourd'hui, les tendances que l'on observe chez nos clients, ou en tout cas ce qui remonte un petit peu de notre quotidien, c'est tout simplement que voilà, le constat, c'est que vos temps aujourd'hui de R&D sont de plus en, sont de plus en plus courts. Vous devez innover, vous devez produire des choses aussi avec des phénomènes de concurrence, vous devez accélérer le développement produit, toujours de manière de plus en plus courte. Dans le même temps, vous devez améliorer la qualité, aller explorer de nouveaux matériaux, aller explorer de nouvelles optimisations. Et donc, en effet, par rapport à ces deux points, on voit en effet une demande croissante, hop, justement, de nos clients pour intégrer aujourd'hui beaucoup plus tôt dans leur processus de conception la simulation numérique afin de pouvoir réduire les coûts, les délais, évidemment, réduction du temps de mise sur le marché, mais surtout des coûts parfois de prototypage. Oui, nos clients nous disent on est obligé de passer par du prototypage, mais est-ce que grâce à la simulation, au lieu de faire 5, 6 prototypes physiques qui ont pris du temps, des itérations, des retours avec des erreurs, est-ce qu'on ne peut pas intégrer, numériser, virtualiser justement ces prototypes en prototypes numériques grâce à la simulation afin de prendre les meilleures décisions beaucoup plus tôt.
Les valeurs clés de la simulation, c'est évidemment c'est d'augmenter l'exploration. Clairement, on le reverra avec Mathieu par la suite, mais l'exploration, c'est-à-dire que d'avoir la simulation qui est directement liée à la conception, me permet en effet, vous qui utilisez SolidWorks, Katia, mais vous avez l'habitude des esquisses, des fonctions, mais de pouvoir justement coupler cette simulation en allant itérer sur des cotations, évidemment, ça vous permet d'aller explorer votre espace de conception. L'optimisation, évidemment, j'en parlais précédemment. Hop, je reprends la main. La gestion de la complexité de vos systèmes. La confiance, j'en parlais. Je pense que c'est pour moi, en effet, dans mon quotidien, ce que me font remonter nos clients. C'est vraiment d'avoir beaucoup plus confiance et ça beaucoup plus tôt, en fait, dans les choix qu'ils peuvent faire, clairement. Et enfin, l'innovation. Dans le même temps, c'est aussi réduire les coûts. Clairement, bon, les raisons de la réduction de coûts, elles sont extrêmement larges. Ça peut être des coûts matériaux, des coûts justement d'itération, les coûts des échecs, et tout ça, je vais en parler par la suite, mais c'est aussi réduire le temps de mise sur le marché, c'est, j'en parlais précédemment, les échecs et les risques d'erreur dans nos conceptions. Très simplement, je voulais revenir sur un processus de développement classique que l'on observe chez, par exemple, nos clients non équipés simulation. On commence par une recherche de solution, ensuite on enchaîne sur une conception. Très souvent, nos clients lancent justement un prototype physique, donc un lancement en production, avec tous les délais que cela engendre, clairement, et les coûts. Et ensuite, on arrive à cette étape de validation suite à ce prototype physique. Est-ce que c'est validé? Oui ou non? Si c'est pas validé, bah évidemment, on va faire plusieurs tours de piste, mais comme on l'a vu précédemment dans un des premiers slides, les temps de R&D n'étant pas extensibles, eh bien tout simplement, vous allez devoir arrêter ces tours de piste au bout d'un moment pour répondre à un délai par rapport à la planification. Et donc forcément, on va aller vers une solution qui, oui, certes, répond à un cahier des charges, mais elle n'est peut-être pas optimisée. Justement, c'est tout l'intérêt de la simulation, c'est que si nous remplaçons ce prototypage physique, ou en tout cas une partie de ce prototypage physique par du prototypage virtuel, on a forcément un gain direct. Et même si on partait du principe qu'on gardait le même temps de développement, même si on sait que la simulation permet justement de réduire ce temps de mise sur le marché, eh bien, si on gardait le même temps, eh bien, cette fois-ci, on pourrait imaginer avoir une solution qui, à nouveau, correspond au cahier des charges, mais cette fois-ci serait optimisée, clairement. Mathieu, je te laisse prendre la main sur ce slide-là par rapport aux enjeux que toi, tu peux voir sur le terrain entre de ce que font remonter les clients entre test physique et simulation numérique. Oui, c'est exactement ce que j'ai envie de montrer ici. Alors, je pense que vous allez vous retrouver, hein, du moins sur la partie gauche, hein, sur les tests physiques. L'intérêt de cette partie-là, c'est de vraiment comprendre la différence entre les tests physiques et les tests de simulation et de vous montrer un petit peu l'avantage que l'on peut retrouver dans les tests de simulation. Donc, si on commence par les tests physiques, quelques éléments, hein, qu'on va pouvoir retrouver autour de cette partie-là, c'est souvent des tests qui sont relativement coûteux. Coûteux parce que ça va découler, hein, de ce qu'il y a en dessous, mais coûteux parce que on va devoir tout simplement s'appuyer sur un prototype, un produit fini, donc un produit physique qui a été produit. Donc on va devoir potentiellement créer de l'outillage, faire peut-être des moules, des choses comme ça. Ensuite, pour pouvoir réaliser ces tests physiques, il va falloir préparer tout simplement notre produit, donc en appliquant des sondes, des capteurs, en préparant en fait un environnement qui peut être soit dans votre entreprise, mais souvent l'ensemble des entreprises ne sont pas forcément équipées de tous les outils qui permettent de faire ces tests physiques. Et du coup, il faut réserver des laboratoires. Souvent, ces laboratoires sont un petit peu surchargés, hein. Il y a beaucoup de demandes pour ces types de labos. Et un des gros points importants des tests physiques, c'est que
lorsque vous allez réaliser ces tests, vous allez avoir un état initial, un état final de votre produit, mais la compréhension globale de ce qui s'est passé va être assez floue, d'accord? Maintenant, si on fait un petit peu l'analogie de ce qu'on a vu avec les tests en simulation, bah, dans un premier temps, les coûts de simulation, les coûts de ce type de tests en simulation sont bien réduits hein, par rapport aux tests physiques. Un autre point, on n'a pas besoin de prototypes physiques. L'idée ici, c'est de pouvoir facilement modifier notre conception et de pouvoir relancer le test de simulation pour voir si la modification que l'on a réalisée va dans le bon sens ou au contraire est complètement pas cohérente par rapport à ce que l'on cherche à obtenir. On va avoir aussi un gain de temps au niveau à la fois de la mise en données, donc c'est-à-dire tous ces capteurs, etc., et également sur le test en lui-même, puisqu'en fait, on va pouvoir réduire, on va dire, ce temps de quelques semaines à quelques mois en quelques heures, tout simplement. Un autre point qui est extrêmement pertinent, c'est que la simulation, vous n'êtes pas obligé d'avoir un local particulier pour pouvoir faire ces tests-là. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. D'accord. Et un point qui est intéressant, c'est que une fois que la simulation en soi a été paramétrée, vous avez juste à lancer le calcul et après c'est que du temps machine. Il n'y a pas besoin de rester derrière l'écran pour pouvoir voir ce qui se passe. D'accord. Et un dernier point qui est pour moi l'un des plus importants sur la partie des tests de simulation, c'est qu'en fait, on va avoir l'état initial, l'état final de notre test, mais également tous les états intermédiaires qui vont nous permettre de bien comprendre les phénomènes physiques qui se sont passés au cours du test et du coup de mieux appréhender des modifications qui seront pertinentes pour atteindre notre objectif. Je crois en effet que le dernier point que tu viens d'évoquer, il est extrêmement, enfin évidemment, on va le retrouver par la suite, hein, mais sur l'analyse structurelle, mais surtout, je trouve que sur l'analyse fluidique, de comprendre aussi, peut-être certains là sont connectés pour des enjeux liés à l'écoulement fluide, hein, et c'est vrai que la simulation, de pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un système, bah, je veux dire, sur un prototype physique, ce serait extrêmement complexe de comprendre les phénomènes de fluide. La simulation ici permet aussi de voir vraiment ce qui se passe, comment ça recircule, ainsi de suite. On en reparlera par la suite. Merci Mathieu en tout cas pour cette partie ici. Le parallèle que j'aime en effet faire avec la simulation aujourd'hui, et justement, je répète, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de parler en effet comment intégrer la simulation beaucoup plus tôt, vous qui êtes utilisateur des solutions de conception. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un parallèle que je fais souvent. C'est moi personnellement venir au travail le matin, je le fais très souvent avec un GPS. Bon, disons-le, Waze, clairement. Moi demain, on me retire Waze, on me donne une carte, un stylo, une boussole. Ah, je vais peut-être m'en sortir. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir anticiper les travaux, les sens interdits, les choses comme ça sera forcément moins évident. Donc évidemment, pour aller d'un point A à un point B avec cette carte routière, bon bah, je vais peut-être avoir des échecs, des retours en arrière, et je vais mettre plus de temps à aller à mon point B, clairement, et peut-être que au final, j'aurai aussi des écarts par rapport à ma destination finale. On pourrait l'imaginer comme ça. Et aujourd'hui, en effet, le parallèle que je souhaite faire, c'est que pour moi aujourd'hui, la simulation numérique, ça peut aujourd'hui être le Waze, tout simplement, ou le GPS en fait, de vos conceptions. C'est-à-dire d'avoir un outil, une sorte de compagnon qui est à proximité de votre conception pour lorsque vous posez des questions, ai-je fait un bon choix, la bonne épaisseur, la bonne dimension par rapport au cahier des charges, par rapport à la charge que je dois appliquer, eh bien, je vais avoir la simulation à portée de main pour me donner des validations au fur et à mesure, pour rester dans le droit chemin et forcément à l'infinité gagner du temps, d'accord, pour éviter les retours en arrière et les échecs. À nouveau, c'est le but de ce webinaire. Oui, Dassault Systèmes, et notre travail au quotidien, c'est d'accompagner les concepteurs, les ingénieurs, les spécialistes. Nous avons aujourd'hui une gamme de produits qui s'adapte à tous les utilisateurs. J'entends par là que on accompagne aujourd'hui des bureaux d'études pour intégrer de la simulation, parfois sur des simulations avec des composants
uniques, des composants simples, parfois aussi des assemblages avec les notions de connecteurs et choses comme ça. Mais bien sûr, derrière, des personnes peut-être qui vont appartenir aussi à d'autres équipes comme des services de calcul ou des services de R&D qui ont besoin d'avoir un peu plus. Et en l'occurrence, quand on commence à aborder des sujets de matériaux complexes, des sujets d'assemblage, de simulation d'assemblage, de clippage, j'entends, c'est un exemple ici. Ou alors, encore une fois, pour les spécialistes, vraiment tout ce qui est impact et crash. Encore une fois, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect composant unique et assemblage. C'est le but du jeu aujourd'hui, c'est de montrer comment je peux intégrer la simulation dans mon processus de développement ici. Justement, Mathieu, est-ce que tu peux justement nous montrer un petit peu, je sais que tu as préparé un petit cas d'exemple de simulation, comment ça se met en action justement la simulation intégrée dans la CAO, clairement. Ouais. Donc effectivement, là, j'ai préparé un petit cas d'étude. Donc là, avec SolidWorks Simulation, hein, mais ça existe hein, dans d'autres workflows. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de tester deux concepts de cette petite équerre et d'essayer de comprendre quelle est celle qui correspondra au mieux à mon cahier des charges, tout simplement. Donc là, je suis dans mon environnement SolidWorks et en fait, je vais tout simplement venir créer une étude de simulation dans lequel je vais pouvoir tout simplement mettre en données cette étude. Donc dans un premier temps, je vais pouvoir accéder à une bibliothèque matière qui est disponible dans SolidWorks, par exemple, et appliquer les propriétés matières de ma pièce ou de mon assemblage. Ensuite, je vais devoir contraindre tout simplement mon modèle dans mon environnement avec des déplacements imposés que je vais pouvoir définir directement dans mon environnement SolidWorks et également la charge que va subir mon modèle dans son utilisation courante, tout simplement. Ensuite, je vais tout simplement lancer mon calcul et derrière, je vais pouvoir récupérer les résultats qui vont m'intéresser. Donc typiquement, là, je peux récupérer les contraintes qui sont sur ma pièce et les déplacements, par exemple, que subit mon équerre. Donc là, on voit une petite animation qui me permet de visualiser un petit peu les tendances du mouvement de mon équerre. Et là, l'idée, c'est de dire, OK, j'ai testé sur cette configuration, j'ai une autre configuration, je vais voir si elle est meilleure ou pire que celle-là. Donc là, je vais avoir la capacité de venir dupliquer mon étude, comme on vient de le voir, sur ma deuxième configuration. Et là, en fait, on vient récupérer l'ensemble de la mise en données qui avait déjà été faite et j'ai juste à relancer mon calcul pour pouvoir avoir des résultats sur cette nouvelle configuration. D'accord? Et donc là, pareil, on va pouvoir exploiter ces résultats. Donc là, on en a quelques-uns, mais on a la capacité de venir aller chercher plus d'informations si on le souhaite. Et une fois qu'on a ces éléments-là, en fait, on va avoir la capacité tout simplement de venir comparer ces deux concepts en affichant de façon simultanée sur le même écran, typiquement les contraintes et les déplacements de mes deux configurations. Et là, en fait, on arrive à voir que au niveau des contraintes, le premier concept répond mieux à mes exigences parce qu'on a une contrainte de von Mises qui est inférieure sur ce concept-là. Et également, sur la partie déplacement, on voit qu'on a un déplacement max qui est inférieur sur la première itération que sur la deuxième. Donc là, ça me permet très facilement de pouvoir confronter deux designs et derrière de pouvoir statuer sur un choix de conception. Super. Merci Mathieu. Merci Mathieu pour ça. En effet, ça permet en effet de faire une sorte de slide résumé un petit peu de ce qu'on vient de voir. Et encore, vous allez voir plein d'autres choses par la suite, hein, mais en l'occurrence, voilà, Mathieu l'a dit. Une simple présentation d'un cas statique ici sur une pièce, en effet, m'a permis de comprendre un petit peu ce qui se passe sur différents designs, d'aller explorer justement différentes stratégies, et derrière, en fait, en fonction de mon post-traitement, en fonction de ce que j'observe, de pouvoir peut-être optimiser, faire des changements. Et vous l'avez vu, il y a un couplage extrêmement fort avec la CAO, avec les configurations, des choses que certainement vous connaissez dans votre quotidien quand vous faites de la conception. Eh bien, en fait, on a capitalisé en effet sur
la première préparation pour de suite gagner du temps quand je veux tester une nouvelle configuration. Donc un couplage extrêmement fort qui nous permet de comprendre, explorer et optimiser. Notre quotidien avec Mathieu et l'équipe simulation, c'est de vous accompagner en effet dans ce qu'on appelle nous des domaines, des physiques, d'accord. Aujourd'hui, en effet, on accompagne nos clients dans l'analyse structurelle, le calcul des contraintes, des déplacements, comme vient de montrer Mathieu précédemment. Mais en effet, il y a d'autres physiques où nos clients nous demandent de l'accompagnement, la dynamique des fluides, comprendre l'écoulement interne dans une canalisation, les sujets de perte de charge, l'injection plastique pour mieux maîtriser l'injectabilité, l'état de surface, le processus d'injection plastique, l'électromagnétisme, qui est un sujet extrêmement en vogue en ce moment, lorsqu'on a de l'électronique embarquée avec les phénomènes de certification, on sait très bien justement, et je pense que là Mathieu en parlait sur le prototypage, mais on peut aller même plus loin que ce prototypage, c'est les tests justement lorsqu'on est dans ce métier avec de l'électronique embarquée, c'est les tests de certification qu'on est obligé de faire dans des laboratoires bien spécifiques. Donc aujourd'hui, nous avons des produits pour vous accompagner dans ces domaines-là. La cinématique de mouvement, ce qu'on appelle le multi-body system, hein, animer un assemblage, mais aussi comprendre dans cette animation les accélérations, les vitesses, les efforts entre les pièces. Et surtout aujourd'hui aussi, une dernière case qui devient extrêmement importante, la volonté pour nos clients de toujours plus collaborer, de mieux échanger. Et donc, en effet, c'est pas forcément une physique en soi de simulation, mais c'est la revue de projet, la revue de simulation, ou en l'occurrence pour toujours mieux collaborer, mieux échanger, parfois quand on est des équipes distinctes entre bureau d'études et bureau de calcul, ou tout simplement mieux collaborer au sein d'une même équipe. Voilà. Très clairement aujourd'hui, là je vais laisser la main à Mathieu pour poursuivre, mais je crois Mathieu que tu vas rentrer dans le détail, par exemple d'enjeux liés à l'analyse structurelle et la dynamique des fluides. Mais encore une fois, je le répète, en fin de session, nous avons prévu une session de questions-réponses qui vous permettra aussi, si Mathieu n'a pas montré, vous allez voir tout un panel de cases. S'il y a des choses qui vous intéressaient, n'hésitez surtout pas sur cette fin de session à poser les questions à Mathieu, clairement. Donc, je vais Mathieu, à toi reprendre de la jouer. main, Ça effectivement. marche. Donc là, l'idée, c'est sur cette slide-là, on a un petit peu regroupé les enjeux principaux, les enjeux principaux, pardon, que ont nos clients. Et du coup, c'est d'essayer de regarder certains de ces enjeux et voir en fait comment la simulation peut répondre à ces enjeux-là. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc par exemple, je pense que ça peut parler à tout le monde. C'est cette case-là. C'est construire pour durer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Hop, si ça veut bien. Donc là, l'idée c'est de dire, ok, je conçois en fait un assemblage, je conçois un produit, mais derrière, ce qui pourrait être intéressant de connaître, c'est quelle est sa durée de vie. C'est-à-dire que dans son fonctionnement normal, combien de temps mon produit est censé, enfin peut durer tout simplement à l'utilisation. Ou alors, une fois qu'on a cette durée de vie, quelles sont les zones, quel est oui, les zones qui sont peut-être critiques et dans lesquelles on risque d'avoir des casses. Et à ce moment-là, ça nous permettra potentiellement de venir un petit peu modifier notre design pour essayer de venir soit augmenter cette durée de vie, soit essayer de limiter justement ces zones un petit peu chaudes, ces zones critiques au niveau de la durée de vie de mon produit. Donc là, j'ai un petit exemple où je réalise tout simplement une étude de simulation où je viens récupérer par exemple les contraintes. Donc j'ai comment dire, appliqué des chargements sur mon système. Je récupère des contraintes, des déplacements, etc. Et en fait, suite à ça, je vais pouvoir créer une analyse de fatigue qui va me permettre de déterminer, suite à un certain nombre de cycles, le pourcentage, par exemple, d'endommagement de ma structure, ou alors le nombre de cycles que va pouvoir subir notre structure avant qu'elle casse. De la même façon, là, j'ai réalisé également un autre cas. Donc là, je ne m'appuie pas sur une étude statique, mais plutôt une étude dynamique. Et de la même façon, je vais pouvoir étudier
les différents résultats que je peux obtenir avec le pourcentage d'endommagement suite à, je dis une bêtise, 100 millions de cycles, enfin 10 millions de cycles, pardon, et derrière, potentiellement, veut revenir sur ma conception pour essayer de changer certaines choses si ça ne respecte pas mon cahier des charges. Ensuite, un autre enjeu que j'ai sélectionné, c'est maximiser la force et la rigidité de ma structure. En effet, on a beaucoup de clients, on a quasiment la majorité de nos clients qui ont en premier lieu ce besoin-là, c'est de dire j'ai ma structure, avant de savoir si elle va le durer dans le temps, essayer de voir si cette conception respecte mon cahier des charges. Donc mon cahier des charges, ça peut être un déplacement max à un endroit donné de ma structure, mais ça peut être également vérifier que ma structure ne va pas, enfin mes matériaux ne vont pas se plastifier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vais appliquer un chargement et que je vais l'enlever, je veux que ma structure, mon produit revienne dans son état initial et qu'il ne garde pas une déformation irréversible qui pourrait derrière poser problème. Et donc derrière, ça me permet, avec la simulation, toujours connecté à notre CAO, de pouvoir récupérer des informations clés. Typiquement, là, j'ai un coefficient de sécurité que je peux afficher. Donc là, je vois que tout ce qui est inférieur à, enfin tout ce qui n'est pas visible et ce qui est en gris respecte un minimum de 4 fois la charge de mon cahier des charges. Et par contre, tout ce qui va être en dessous, ça ne respecte pas ce critère-là. Donc en fait, on peut assez facilement observer les zones qui sont un petit peu plus faibles et sur lesquelles il faudrait peut-être retravailler mon modèle. De la même façon, là, on a un autre cas d'application où c'est un espèce de châssis de voiture, où là, on va pouvoir analyser des résultats de la même façon. Là, c'est un autre cas d'application où on va pouvoir prendre en compte typiquement des matériaux un petit peu plus exotiques. Alors, je vais revenir, excusez-moi, sur cette modélisation-là, mais avec, par exemple, la prise en compte d'hyperélastique. Donc, je viens tirer sur ma poignée en caoutchouc, est-ce que elle va pas trop se déformer par rapport à mon cahier des charges? Un autre sujet qui peut être pertinent, c'est de regarder tout ce qui est effet thermique sur ma structure. C'est-à-dire que là, j'ai un composant électronique où je vais avoir différentes sources de chaleur et suite à une étude thermique, je veux déterminer, par exemple, via la dilatation de mes pièces, etc., potentiellement les contraintes qui sont dues à ce chargement thermique que l'on aura calculé au préalable. Et donc là, hop, excusez-moi, là, on va pouvoir voir en fait la déformation de mon PCB due à ce chargement thermique, justement. D'accord? Donc là, c'était un autre exemple de ce que l'on peut faire pour essayer de comprendre les forces qui vont être appliquées sur mon système. On est de plus en plus dans l'éco-responsable, on essaye d'économiser la matière. Et en fait, il y a un sujet qui est de plus en plus demandé par nos clients, c'est d'essayer de trouver la meilleure forme. Donc, la meilleure forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver une forme qui permet à la fois de minimiser la matière que je vais utiliser pour concevoir mon produit, mais également essayer de trouver à quel endroit c'est le plus pertinent justement d'appliquer, de rajouter de la matière. Mais derrière, c'est bien beau d'enlever de la matière pour économiser, mais il faut également s'assurer que une fois que j'ai enlevé justement cette matière, j'ai bien un produit qui va respecter un cahier des charges avec des contraintes de fabrication, des contraintes du cahier des charges, donc ça peut être des déplacements max, des contraintes max, des choses comme ça, pour que mon produit reste viable. Alors, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Excusez-moi, les transitions sont pas
Voilà. Et donc là, on a une étude qui s'appelle une étude topologique, par exemple, qui va nous permettre d'itérer sur notre design pour pouvoir déterminer, et le logiciel va nous proposer en fait tout simplement un design qui va venir alléger tout simplement notre pièce tout ça, et laisser en fait tout ça, la matière à l'endroit où on en a vraiment besoin pour respecter un certain cahier des charges. Donc là, c'est un exemple hein, de ce qu'on peut obtenir. Donc on part d'un modèle plutôt massif. On vient définir tout simplement des conditions limites qui va nous permettre derrière d'obtenir un design un petit peu grossier hein, de cette structure. Et une fois qu'on a ce design-là, on va pouvoir lisser notre maillage pour avoir une forme qui un petit peu plus organique, un petit peu plus moins conventionnelle, on va dire. Et derrière, ça va nous permettre de nous donner des idées sur la conception qui pourrait être pertinente de faire pour cette pièce-là, par exemple. Un autre sujet, donc là on a vu l'optimisation topologique, donc on vient vraiment enlever de la matière à l'endroit où on n'en a pas besoin. Un autre outil qui est à disposition lorsqu'on utilise de la simulation, c'est l'optimisation paramétrique. Donc là, au lieu de venir s'appuyer sur le maillage et donc la matière, enlever de la matière, en fait on va pouvoir s'appuyer sur des codes du modèle. Donc c'est-à-dire qu'on va indiquer, par exemple, j'ai une épaisseur ici, je vais pouvoir dire cette épaisseur-là, elle peut être de 1 mm jusqu'à 10 mm. Pareil, là, on a on a des cotes sur les différentes arêtes ici. On va pouvoir donner en fait des plages acceptables sur ces arêtes-là. Et une fois qu'on a déterminé toutes ces variables-là, on va lancer le calcul, on va lui donner des objectifs et des contraintes à ne pas dépasser. Et le logiciel va avoir la capacité de déterminer une conception optimale qui respecte tout simplement mon cahier des charges. Et là, étant donné qu'on est sur on utilise bien ce terme-là, le mode sim, c'est-à-dire la modélisation et la simulation, on va dire dans le même processus de développement. En fait, on va avoir la capacité de venir itérer directement sur la géométrie sans avoir besoin de venir reconstruire nous manuellement le design qui aura été sélectionné par le logiciel. Un autre point qui nous semble pertinent de vous présenter aujourd'hui, et surtout c'est un point que nos clients nous demandent souvent, c'est l'aspect sécuritaire. Donc là, on va voir des petites vidéos qui sont relativement sympathiques, mais en gros, c'est lorsqu'on conçoit, par exemple, des éléments de sécurité, ça peut être des garde-corps, ça peut être voilà des éléments ici qui vont être fixés sur des outils de chantier, enfin des machines de chantier, des choses comme ça. Mais en fait, on a souvent des normes à respecter. Donc, par exemple, un drop test d'une pierre, on va dire, qui tombe sur notre produit et vérifier que ça vient pas impacter l'opérateur qui est en dessous. Donc là, on voit que ça marche pas très très bien hein, parce que l'opérateur prend un coup hein, sur la tête. Mais avec la simulation, on a la capacité de venir simuler ce type de résultat-là et de pouvoir derrière modifier cette géométrie pour que le test de sécurité puisse tout simplement passer. D'accord? Alors derrière, ça enlève pas de façon systématique les tests physiques, mais ça permet surtout de pouvoir déjà se conforter sur le choix de design que l'on a fait. Ça permet également de venir limiter considérablement le nombre de tests physiques que l'on souhaite, que l'on va réaliser tout simplement. D'autres exemples, hein, on a là par exemple un système de balistique, hein, donc on a des matières caoutchouc qui vont nous permettre de venir amortir hein, des projectiles et du coup ça va nous permettre pareil de pouvoir analyser le comment dire l'emmagasinement non pardon j'arrive pas à le dire comment l'énergie va être emmagasinée par notre structure pour pouvoir respecter ce cahier des charges de sécurité. D'autres
d'autres sujets qui sont relativement intéressants, c'est de comprendre la notion de fluide. Donc cette notion de fluide, on a pas mal de clients qui sont confrontés à ces sujets-là. C'est d'autant plus intéressant que l'aspect fluidique est difficilement perceptible à l'œil nu. Et du coup, avec des logiciels de simulation, on a une capacité d'analyse beaucoup plus forte que ce que l'on pourrait avoir lorsque l'on fait des tests physiques. Donc là, on a un sujet qui est typiquement l'aspect thermique. C'est de pouvoir essayer de comprendre comment mon système va dissiper la température, qu'est-ce que je dois rajouter dans mon système pour pouvoir atteindre des températures qui respectent un cahier des charges. Et donc là, par exemple, on a des boîtiers électroniques et on va pouvoir visualiser euh, de, euh, le flux de l'air dans mon boîtier électronique, voir comment ce flux-là va se réchauffer et comment il va également pouvoir en fait dissiper la chaleur sur mes différents composants. Un autre exemple où là, on va travailler sur un dissipateur à eau, par exemple. Et donc là, on va pouvoir à la fois visualiser cette notion justement de thermique, mais également cette notion de turbulence qui vont être extrêmement pertinentes lorsqu'on souhaite réaliser des tests de simulation fluidique. Là, c'est pareil, c'est un espèce de PCB sur lequel on va avoir des composants qui vont chauffer. Et donc là, ce qui peut être pertinent, c'est déterminer à quel endroit mon dissipateur peut être le plus pertinent d'être positionné, mais également à quel endroit les ventilateurs ou le ventilateur que je positionne ici doit être mis pour justement dissiper un maximum de chaleur. Ou typiquement avoir l'information sur le dimensionnement de ce composant qui va justement m'aider à dissiper la chaleur. On a un autre exemple là avec, donc là on va vraiment se concentrer sur l'aspect thermique de conduction, où là on va pouvoir prendre en compte l'aspect flux et regarder en fait où sont les flux entrants, où sont les flux sortants de mon système pour essayer de bien comprendre et essayer d'améliorer potentiellement la dissipation de chaleur de mon produit. Là, on va un petit peu plus loin sur les impacts, par exemple, et les collisions. Donc là, c'est pour essayer de bien comprendre jusqu'où on peut aller vraiment dans la simulation. Donc on a des clients qui font des crash tests de ce type-là. Donc là, par exemple, normalement c'est un oiseau. Bon là, ça a été représenté par un espèce de cylindre qui vient s'écraser sur l'aile de mon avion. C'est d'essayer de comprendre quel est l'impact que ça va avoir sur ma structure lorsque je vais avoir ces différents types de tests. Donc là, pareil, il y a un aspect balistique. Là, c'est un crash test d'une voiture sur un poteau, etc. Et en fait, là, on comprend très facilement que un test de simulation peut être beaucoup plus économique qu'un test physique, parce que là, concrètement, on doit venir écraser et détruire un véhicule pour avoir ce type de résultat-là en test physique. Donc, on arrive facilement à comprendre les coûts qui pourraient être associés à ce type de test. Dernier petit sujet que je voulais aborder avec vous, c'est par exemple comprendre les écoulements de fluide. Donc là, on a compris les écoulements de fluide pour l'aspect thermique, mais on peut très bien essayer de venir simuler tout simplement des écoulements. Donc là, par exemple, le remplissage d'une bouteille, ou ça peut être des vannes avec différentes positions de vannes, justement. Essayer de comprendre où sont les pressions, où sont les vitesses, les turbulences de mon système pour essayer de minimiser la perte de charge, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi la capacité de venir coupler l'aspect fluidique et l'aspect structurel, c'est-à-dire que
on a la capacité de lancer un écoulement fluidique dans ma canalisation, de pouvoir récupérer derrière tout ce qui est champ de pression que subit mon produit, et une fois que j'ai ce champ de pression, intégrer ce champ de pression dans une analyse structurelle pour pouvoir récupérer tout ce qui est contrainte, déplacement, déformation que subit ma structure via cet écoulement fluidique que j'aurais calculé en amont.